fait, ce qui est incroyable dans cette œuvre, c'est que finalement, depuis 1976, tout d'un coup, on la découvre. C'est un cas très rare, mais qui est quand même des précédents dans ce qu'on peut appeler l'art brut, pour simplifier. Il y a un ermite un peu de Chicago qui s'appelle Henry Darger, qui a laissé aussi une œuvre immense, des aquarelles illustrant une narration de 15 000 pages d'actylographie, enfin bon, qui a été découverte comme Marcel Storr peu avant sa mort, par son propriétaire, comme là c'est par des amis de l'école où vivait la femme de Marcel Storr. Il y a aussi un certain Rizzoli en Californie qui lui a laissé curieusement des architectures aussi symboliques, incroyables, des églises, des projets de bâtiments futuristes, etc. Mais alors sur des thèmes autobiographiques, souvent phalliques d'ailleurs, et dans un style plus sophistiqué, mais avec le même caractère obsessionnel. Et des œuvres totalement clandestines, c'est vrai que ça surprend, on a un choc parce qu'on découvre l'œuvre d'un créateur d'un seul coup. Si on avait vu distiller dans le temps les églises de Marcel Storr, on aurait tout de suite identifié son style et son monde et on aurait été content de voir les suivantes. Mais là, d'un seul coup, on découvre qu'on était passé à côté d'une œuvre dans son ensemble. C'est un peu comme les manuscrits de Kafka, que son ami Max Brod était censé brûler. D'un seul coup, on a découvert l'œuvre de Kafka qui avait été peu publiée avant sa mort. Donc on prend à la figure finalement une œuvre fascinante d'un seul coup. Et de surcroît à retardement, puisqu'il est mort il y a maintenant presque 30 ans. Qu'est-ce qui nous permet de dire que Storr, c'est de l'art brut finalement? Comment est-ce qu'on répertorie cette... Écoutez, pour un amateur d'art brut, c'est évident de façon intuitive, mais comme quelqu'un qui aime le rap, il reconnaît immédiatement que telle musique c'est du rap, ça n'en est pas, si vous voulez. Maintenant, si on s'approche des définitions, c'est un art totalement clandestin, fait par quelqu'un qui vit dans des conditions sociales à la limite de la folie, puisqu'il a même été interné. Il est totalement autodidacte, il a réinventé le dessin à sa façon, ne sachant pas dessiner, donc il a inventé ses propres techniques. Il y a un caractère manifestement obsessionnel, c'est-à-dire que là, il y a l'obsession, pas seulement des églises, après des villes, c'est des tours qui montent vers le ciel, avec une humanité réduite à l'état de fourmi, qui en dit long sur sa propre position sociale et aussi sa philosophie de la vie, une philosophie où l'homme n'est pas grand-chose, où la communication entre les hommes est réduite à rien, et où le végétal, le minéral, le cosmique l'emporte. Et peut-être qu'il y avait un espoir d'élévation, enfin je sais pas, vers une dimension supérieure, parce que ses espoirs sur la Terre étaient réduits à néant. Il est évident que cet homme a été très maltraité par la vie, il était un enfant battu, il est devenu sourd, il passait pour idiot parce qu'il n'entendait pas quand on lui parlait. Il a été cantonnier, entre autres, parmi d'autres petits métiers. Je crois qu'il a été même mineur de fond à un moment donné, des métiers très durs. Donc, socialement parlant, son espoir était nul. Et si vous voulez, ce qui est très émouvant pour moi, c'est qu'un créateur comme ça était très conscient d'être un grand créateur. Je pense qu'il était conscient d'avoir du génie. Il signe ses œuvres, même 2 fois. Et quand il a fait don de ses œuvres, qu'il les a apportées solennellement au Kempf, qui les ont donc recueillies, c'était pas du tout ni pour qu'on les vende, ça n'avait pas de sens. Vendre son monde, ça veut rien dire. On vend pas ses prières, comme disait Chaumont. Non, c'est pour qu'elles soient sauvées pour l'éternité, c'est-à-dire mises au coffre, c'est-à-dire mises en lieu sûr. Et ça me frappe beaucoup comme la conscience d'un individu qu'il fait quelque chose d'important. Il était certainement conscient d'avoir un monde à lui. Et tout ça, tout ça c'est très typique dans l'art brut. Vous voyez, à la limite, le souci de faire l'emporte de très très loin sur le souci de la gloire ou de la reconnaissance. C'est une question de survie. Mais je crois que tous les grands créateurs sont comme ça. Si Mozart, on l'avait empêché de créer, il serait devenu fou. Est-ce qu'on peut dire que c'est une œuvre majeure, cette œuvre qu'on découvre? Moi personnellement, je trouve que dans le domaine de l'art brut, oui, c'est une œuvre majeure. Moi, j'étais stupéfait et fasciné. D'ailleurs, il n'y a qu'à lire le livre d'or ici, à l'entrée de cette exposition. Les gens ont un coup, parce qu'on la découvre encore une fois en bloc. Alors le temps de digérer tout cet univers qui est tellement dense, il se passe tellement de choses, chaque centimètre du dessin, on a l'impression que c'est un monde. Peut-être qu'il mettait des mois à faire certains de ces dessins, comme un romancier ou un nouvelliste met des semaines ou des mois à écrire une narration. Il se passe des tas de choses à tous les niveaux. On sent un souci du détail incroyable. Moi je pense même que ce type d'artiste compense une certaine maladresse technique, puisqu'il doit tout réinventer, par exemple il ne maîtrise pas la perspective. En apparence, si on ne fait pas attention, on a l'impression, mais non, il y a des points de fuite différents, etc. Il y a un cubisme involontaire, si vous voulez. Et il y a une maladresse géniale. Mais il compense justement ces faiblesses techniques par l'accumulation obsessionnelle du détail, par la densité de ce qu'il met dans l'image. Donc c'est quelque chose de très très riche à décrypter. Ces villes, par exemple, si on s'amuse vraiment à les regarder attentivement, c'est comme lire un livre. Il y a énormément de choses à y découvrir. Il invente, par exemple, dans ces villes, il invente des véhicules étranges, des caravelles ou des voitures à hélices comme des hélicoptères, etc. C'est de la science-fiction à sa façon. Probablement issu des lectures de sa jeunesse et puis de sa propre fantaisie, quoi. Donc c'est vraiment un inventeur de monde. Il y a un monde Marcel Storr.
Qu'est-ce qu'on peut imaginer de cette personnalité en voyant ces dessins? C'est difficile à dire puisque on a des photos de lui et on a ce que nous disent les Kempf, donc on sait quelques éléments sur sa vie. Par exemple, on sait qu'il a été interné. Il a été à Villévrard, il a eu certainement un épisode de décompensation, je ne sais pas comment on dit, où il a pété les plombs, comme on dit vulgairement. Ça, c'est évident, il y a des moments délirants, il y a un côté très paranoïaque dans toutes ces flèches qui montent vers des ciels inquiétants. Liliane Kempf dit comme s'il voulait griffer le ciel, c'est juste. Il y a quelque chose d'agressif là-dedans aussi. Hein. C'est un élan, mais en même temps agressif. Bon, il compense avec ces arbres magnifiques, les conifères, qu'il aimait particulièrement, puisqu'il était cantonnier, il ramassait les feuilles, donc là, ça faisait moins de travail. Mais l'être humain, encore une fois, est écrasé, est en bas, est réduit à sa plus simple expression. Un peu comme au Moyen-Âge, on remet l'homme à sa place. C'est pas la glorification de l'homme, mais lui-même était d'une condition tellement modeste que j'imagine qu'il voyait les choses un peu comme ça. Qu'est-ce qu'on peut imaginer du devenir de cette œuvre? Cette œuvre devrait prendre sa place naturellement dans les musées d'art brut ou dans les grandes collections d'art brut parce que c'est un cas exemplaire de ce type d'art et que ça le mérite, c'est une œuvre d'une grande force. Il serait dommage qu'elle soit dispersée parce que c'est un ensemble. Quand on voit ici les 25 églises qui étaient dans ce carnet Canson, ce sont des variations infinies sur un thème obsessionnel et ça c'est très intéressant. Il y a les périodes calmes, presque réalistes, puis il y a les périodes délirantes. Les églises qui deviennent des palmiers végétaux, qui deviennent des palmiers minéraux, des églises champignons, des fusées qui montent vers le ciel. On sent que parfois c'est juste le geste du dessin qui l'emporte, l'idée disparaît. Ce ne sont plus des églises, ce sont des constructions folles qui s'élèvent quelque part, où c'est une énergie qui veut se libérer de la prison de la terre. Qui deviennent comme des palmiers. Alors évidemment, ce sont des constructions en pierre, mais maintenant ça devient complètement végétal, enfin on ne sait plus, le minéral et le végétal est confondu. Ici on dirait des fusées ou des champignons, et vous voyez que la frondaison des arbres, des cèdres, etc., les églises, ça finit par se rejoindre. Ici, au contraire, c'est cette idée de la flèche qui l'emporte, et tout ça, les pinacles qui montent vers le ciel comme des lances, hein, comme des armes pointues. Là, ici, l'architecture a totalement disparu, d'ailleurs il ne fait presque plus les briques et les pierres comme il les faisait, comme les peintres naïfs font une par une. Là, le geste est trop fort. Et puis toujours ces fourmis au bas. Et là, alors la couleur rouge, quelqu'un disait tout à l'heure, rouge, couleur inquiétante. Aloïse, célèbre dessinatrice d'art brut, disait rouge, c'est bon pour les schizophrènes. Elle disait ça du buffet. C'est une couleur inquiétante, c'est vrai, un peu agressive. Il y a une grande tonalité automne, si vous remarquez, dans toutes ses œuvres. Hein. Est-ce que ça tient au vernis? Est-ce que c'est lui qui l'aimait? C'est orange-rouge. Mais il y a vraiment une tonalité automne. Je ne me rappelle pas d'ailleurs en quel mois il était né, si c'est un rapport avec sa propre naissance. Mais c'est très frappant qu'il y ait cette couleur dominante un peu partout. Qui est au fond la couleur peut-être de son travail, enfin de ce monde des feuilles dans lequel il était, je ne sais pas. Il utilisait, on le sait par les Kempf, il utilisait un vernis dont il ne voulait pas donner le secret comme un bon artisan qui a ses trucs, et il passait un coup de fer à repasser. Donc il avait aussi le souci que ce soit durable. Donc du travail bien fait, hein, même technique. Et c'est ça aussi qui donne peut-être cette coloration. On dirait parfois du vieux cuir repoussé, parce qu'il utilisait une pointe tellement acérée qu'on a l'impression d'une matière épaisse qui a été gravée. Et ensuite, c'est très étonnant la matière de ces dessins. Finalement, c'est une œuvre à la fois puissante et très émouvante. Ah, absolument. Émouvante, évidemment, quand on connaît aussi l'histoire de l'homme, ça renforce encore ce sentiment. Mais inquiétante aussi. Hein, c'est pas un univers sympa, c'est un univers quand même très inquiétant, qui a une dimension. C'est en quoi ça s'oppose tout à fait à l'art naïf. Dans l'art naïf, c'est rassurant et joli. Là, il y a la même maladresse peut-être, mais pour un univers beaucoup plus inquiétant, avec une dimension métaphysique, enfin quasi mystique. Donc on est vraiment dans un autre monde. Non, parce que vous voyez ici, par exemple, celle-ci est presque réaliste, elle est moins folle que les autres en un sens, on dirait une cathédrale gothique anglaise, par exemple, mais cette abondance de flèches comme ça est anormale, et puis regardez ces oiseaux dans le ciel, il y a quelque chose d'un peu inquiétant, à tel point qu'on a pris cette illustration et une autre pour une nouvelle édition de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Parce qu'effectivement, ça évoque un climat quasi romantique, avec le côté inquiétant du romantisme. Hein. C'est pas un univers rassurant. Et on sent vraiment des périodes. Là, il est dans la mort, c'est quasiment un cimetière militaire. Les arbres sont devenus des tombes. Les croix deviennent, vous voyez, on ne sait pas trop, des hélices verticales ou bien c'est
étrange étoile, comme dans les pays soviétiques, on ne sait pas à quoi ça correspond. On a peu de clés de son univers, puisqu'il ne parlait pas et qu'il parlait peu. Il était illettré, j'ai parlé de ses lectures, mais c'était les images qu'il regardait. Il ne savait pas lire et écrire, donc son univers est un univers d'oralité. Regardez ici, on se croirait en Alsace. On trouve des styles aussi. Vous voyez ici, c'est à la fois de face et de profil. La perspective est tout à fait fausse. Il y a ici une perspective de fuite dans ce sens-là, et là la façade du côté est raplatie sur le devant. Mais c'est ce que j'appelais le cubisme involontaire. Là, ça devient complètement comme ces conifères, même forme.